Alors, bienvenue à tous, bienvenue à notre webinaire portant sur la série portant sur l'accès au financement. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi une entreprise agricole a besoin d'un plan financier solide. Donc, en rejoignant ce webinaire des différents pays dont vous vous connectez, vous avez dû constater que votre micro a été coupé. Vous pouvez vous présenter rapidement si vous le souhaitez dans le chat. Vous pourriez poser vos questions dans la session Q&R, qui est la session réservée aux questions. Idéalement, posez-les dans cette session pour que nous puissions mieux les traiter. La session sera enregistrée et partagée ultérieurement à la fin de la formation. Les dispositifs de présentation seront soumis ainsi que l'enregistrement à la fin de la session et aussi un sondage Zoom sera dans la présentation, notamment vers la fin. Et enfin, vos commentaires. Pourquoi deviez avoir un plan financier pour votre entreprise? Ensuite, on verra à quoi ressemble un plan. Par la suite, nous verrons les bonnes pratiques et défis qui concourent à la réalisation d'un plan financier. Nous ferons un résumé et nous présenterons les prochaines étapes. Et enfin, nous clôturons la session par la réponse à vos questions en session Q&R indiquée à cet endroit. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase introductive où Monsieur Laté va nous faire une présentation du COLIAT, notamment son département accès au financement, les objectifs, le contexte webinaire. Voilà. Donc, Monsieur Laté, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claude. Et une fois encore, bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Donc, comme Claude l'a dit, je suis la TTT, je suis du département au financement du colis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous faire une présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas encore assez bien du colis, ce que nous faisons, avant de pouvoir continuer. Euh, le COLID, entendez par là Comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement, c'est une association à but lucratif du secteur privé, dont la mission est de faciliter et de mettre en œuvre toutes les actions pertinentes, que ce soit directement ou indirectement, qui sont de nature à accroître la contribution du secteur agricole et celle horticole en particulier à la réalisation des objectifs de développement durable. Le colis, c'est avant tout un réseau de plus de 500 membres dans près d'une cinquantaine de pays, regroupant des acteurs du secteur privé, mais aussi du secteur public. C'est aussi avant tout une boîte à outils dans ce sens que nous développons des outils, des formations, des webinaires. Nous produisons aussi de la connaissance sur la base de nos expériences que nous menons. Nous avons cette capacité-là à aller aussi mobiliser de l'expertise quand il le faut pour appuyer et renforcer les capacités de nos partenaires. Nous existons depuis plus d'une cinquantaine d'années, mais nous sommes dans la mise en œuvre des projets et programmes. Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, nous avons, depuis 2018, près de 1700 actions qui sont en cours, 12 programmes à travers 143 pays. Et nous avons aujourd'hui un vivier de plus de 20 000 utilisateurs enregistrés sur nos plateformes d'apprentissage en ligne. Nous intervenons essentiellement dans la chaîne de valeur agricole, mais spécialement sur la chaîne horticole et agroalimentaire, sur les questions d'exportation et d'accès au marché, que ce soit les marchés régionaux ou internationaux, sur les thématiques, quatre thématiques phares, les questions de système sanitaire et phytosanitaire, les questions d'agriculture durable, les questions de gestion des organisations, les questions de formation, de pédagogie. Ce sont des domaines sur lesquels nous intervenons et sur lesquels nous avons véritablement un avantage comparatif. Pour faire cela, le COLID s'appuie sur une équipe de plus de 80 personnes réparties dans quatre bureaux, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Lomé, à Nairobi. Le COLID sait aussi s'appuyer sur un certain nombre de ses partenaires, notamment l'Union européenne, l'AFD, la coopération belge, etc. Au suivant, euh, pour entrer dans le vif du sujet qui nous regroupe ce matin,
La question de l'accès au financement a toujours été au cœur des politiques de développement agricole de nos pays, euh, à travers que ce soit les organisations, les ONG, le secteur public. Des actions sont menées pour renforcer les capacités, former les acteurs du secteur agricole. Mais une fois que ces appuis-là sont menés, se pose souvent la question de l'accès au financement pour pouvoir passer à échelle et implémenter les formations qui ont été implémentées, apportées aux acteurs. Or, pour pouvoir accéder aux ressources et au financement pour pouvoir implémenter son projet, il y a un minimum de préparation qu'il faut avoir. Comme vous le savez, les entrepreneurs que vous êtes, on ne peut pas se lever comme ça un matin, aller voir un banquier pour lui dire, donne-moi de l'argent pour faire mon activité. Donc, il y a un minimum de préparation, dont notamment, il faut avoir donc un modèle économique, avoir une activité qui tourne déjà, qui a un marché, des gens qui sont intéressés à payer pour cela. Mais il faut aussi pouvoir documenter sa vision, son projet dans un plan d'affaires et adosser à cela un plan financier. Et ce n'est qu'après qu'on peut commencer par envisager la mise en relation pour aller chercher le financement. Pour pouvoir accompagner donc justement les entrepreneurs que vous êtes, le COLID a développé un paquet de formations d'accompagnement justement qui se traduit à travers un parcours de préparation à l'investissement que nous développons, qui vous permet justement chacun à son niveau, en fonction de son niveau de maturité, de pouvoir aller à son rythme, se faire former, se former et se préparer justement pour aller chercher les ressources qu'il te faut. Donc, au niveau, par exemple, de la validation du modèle économique de votre projet, par exemple, nous avons des supports tels que des webinaires, des cours, mais aussi des cours d'auto-apprentissage pour vous aider suivant à votre rythme, à vous former, à vous préparer justement pour accéder à cela. Euh, que ce soit aussi à l'étape d'élaboration des plans d'affaires, mais aussi des plans de financiers, en plus des webinaires et des cours d'auto-apprentissage, nous avons ce que nous appelons la formation collective. Ce sont des sessions de formation que nous organisons, qui regroupent des fois 20-25 personnes sur une thématique précise où nous donnons vraiment du contenu nous renforçons les compétences de nos partenaires pour justement les rendre capables à élaborer leur business plan ou bien leur plan financier. Donc, comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, nous sommes effectivement à l'étape de l'élaboration de plans financiers. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années déjà, nous avons déjà eu le mois passé le webinaire sur le plan, sur le business plan. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le plan financier et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. J'aurai le temps dans la suite de revenir en détail sur ces différents supports de formation. Je vais plus m'attarder, je vais peut-être donner la parole rapidement à Claude pour qu'il nous amène au cœur de ce qui nous réunit ici ce matin. Merci beaucoup, Claude, et à toi. D'accord, merci. Vous l'avez bien compris, je suis Claude Tiaco. Ça fait 15 ans que je travaille sur les problématiques d'accès au financement et d'accompagnement des PME dans le secteur agricole et agroalimentaire. Je suis spécialisé sur la modélisation financière et la levée de financement. Donc, alors, dans le cadre de ce webinaire, nous aurons une introduction et que nous sommes en train de clôturer comme ça, qui prendra à peu près 5 minutes. On va aborder la question, qu'est-ce qu'un plan financier et pourquoi deviez-vous en avoir un? Ici, la question centrale, c'est comment un plan financier vous aide à gérer votre entreprise et à convaincre des bailleurs de fonds. Donc, par bailleurs de fonds, c'est les investisseurs, c'est le banquier et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est aussi des apporteurs de capitaux personnels. Donc, ici, après cette session, après cette séquence, nous allons voir ensemble un plan financier bancable. Donc, ici, la question centrale, c'est quels sont les éléments que vous devez inclure dans votre plan financier. Nous le ferons en 8 minutes environ et on verra ensuite les bonnes pratiques et les défis de réalisation d'un plan financier où il sera question de vous assurer que votre plan financier est efficace, c'est-à-dire il respecte les canaux, les règles, on va dire, de l'art, ce qui est attendu d'un plan financier. Et enfin, pour pouvoir clôturer ou en pré-clôture, nous ferons un résumé et nous déclinerons les prochaines étapes. Naturellement, comme on a dit à clôture, ça sera avec la session des questions, des réponses aux questions que vous aurez posées dans la question Q&R. Donc, sans plus tarder, abordons la première notion, qu'est-ce qu'un plan financier? Pourquoi devriez-vous en avoir un? Donc, du secteur agricole. Comment un plan financier est un moyen d'agir face aux défis du secteur agricole. Voilà ce que nous allons voir très rapidement. Alors, point de fond, quand on parle du financement du secteur agricole, il s'agit dans le cadre de l'élaboration
ou du financement, d'anticiper sur un ensemble de non-risques qui sont aussi au nombre de quatre. Ces risques peuvent avoir un impact sur le revenu ou alors sur votre rentabilité. À titre d'exemple, on a vu du fait de l'arrêt de la subvention par l'État, des engrais par exemple, on a vu des agriculteurs ne pas pouvoir faire face à leurs engagements du fait de la chute des prix brusques du jour au lendemain sur les marchés internationaux qui ont impacté le secteur dans lequel ils agissaient. On a vu aussi des rentabilités ou des rendements être réduits du fait du changement climatique, de la sécheresse ou alors d'inondations qui ont détruit les cultures. Donc, alors, si vous nous suivez, Combo, on vous a dit pour pouvoir convaincre le bailleur de fonds, l'outil par essence, c'est le plan d'affaires, en ce sens que le plan d'affaires présente au bailleur de fonds déjà votre vision, votre parcours en tant qu'entrepreneur, quels sont les résultats que vous avez pu atteindre juste et aussi quels sont vos objectifs, où est-ce que vous allez après avoir passé ce parcours-là. Et on vous a dit aussi que le plan financier était un outil qui permettait de démontrer la robustesse et la cohérence de votre projet de développement, ce qui contribuait à convaincre les bailleurs. Alors, il faut se dire que ici, on vous a dit un élément central dans l'activité visant à convaincre un bailleur, c'est de pouvoir démontrer l'effet de levier qu'apporterait le financement que vous voulez mobiliser. Alors, c'est là qu'intervient le plan financier, en ce sens que une fois que vous avez réalisé la partie narrative, on va dire, qui est votre plan d'affaires, il s'agit aussi de démontrer par les chiffres que votre plan d'affaires est cohérent et qu'il y a un effet de levier, c'est-à-dire il y a un impact financier, il y a un changement d'échelle dû au financement que vous recevez. Donc, c'est là qu'intervient le plan financier et ce qui fait en ce sens que le plan financier est un outil qui démontre que notre stratégie est viable de manière chiffrée. Donc voilà. Donc, alors, comment un plan financier vous donne-t-il les moyens d'agir? Alors, le plan financier, quand vous êtes gestionnaire ou un chef d'entreprise, il est intéressant en ce sens qu'il vous permet de vérifier la viabilité de votre projet. Alors, quand vous élaborez un plan financier, vous vous intéressez au fonctionnement de l'ensemble d'entreprises. C'est-à-dire que pour réaliser votre plan financier, vous allez vous intéresser aux fonctions de production, de ressources humaines, de commercial et tout autre. Donc, il sera pour vous question de voir, d'avoir une vue globale. Alors, tous les membres de votre entreprise sont euh, regardés au peigne fin, ce qui vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les corrélations qu'il y a entre les différentes fonctions. Alors, le plan financier est aussi intéressant en ce sens que sa construction vous donne un aperçu clair, c'est-à-dire que vous êtes dans un exercice de projection se passerait dans le futur, ça vous donne une vision claire de ce que pourrait advenir et vous avez une idée assez claire de quelles sont les activités qui sont rentables, quels sont les risques qui peuvent m'impacter et quelles sont leurs influences sur mon niveau d'activité, ce qui vous permet de mettre en place un plan de gestion de risque qui anticipe au mieux les effets de ces risques, mais aussi ça vous permet d'anticiper sur les tensions de trésorerie. Donc, de savoir quand vous pourriez manquer de liquidité du fait en œuvre de votre projet de développement. C'est en ce sens que le plan financier est intéressant. Et là, vous voyez que quand on parle de plan financier, on ne se limite plus à regarder juste si l'activité est bénéficiaire, c'est-à-dire à ce que vous faites du bénéfice, mais on s'intéresse à toutes les variables qui pourraient influencer, les variables clés qui influencent le business, donc qui permettent tous les leviers pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et en ce sens, en se concentrant à analyser toutes les variables clés, tous ces leviers qui permettent d'atteindre, on a une meilleure estimation du besoin financier qu'on peut avoir. Donc, vu qu'on va procéder à une allocation des ressources techniques, technologiques et même matérielles, on sait à peu près il y aura à financer. Et c'est en ce sens que le plan financier est encore intéressant parce qu'il nous permet de visualiser de manière chiffrée nos besoins. Alors, une fois qu'on a vu ces éléments, il est intéressant de savoir à quoi ressemblera un plan financier bancable. Donc, quelles sont les règles à respecter ou quels sont les éléments qui font que votre plan financier, du point de vue au premier regard, s'avère être solide. Alors, on va voir, on va faire une vue d'ensemble des éléments, de l'ensemble des éléments qui constituent un plan financier et va essayer de à travers des cas
un qui va porter sur la rentabilité et un autre qui va porter sur la gestion des problématiques liées à la saisonnalité. Donc, sans plus tarder, essayons de voir les différents éléments qui composent un plan financier bancable. D'abord, quand vous construisez un plan financier, il faut dire qu'il s'appuie sur sept éléments. Il y a sept piliers qui vont composer votre plan financier et ce qu'on va vous présenter tout de suite est un peu le processus que vous devez pouvoir suivre euh, dans l'ordre, on va dire, pour pouvoir avoir un financier bancable. Alors, la première chose, c'est de pouvoir définir les hypothèses de base, c'est-à-dire réalistes, c'est-à-dire les variables, comme je vous ai dit, les variables que j'ai annoncées tout à l'heure. Pour pouvoir le faire, il y a deux éléments qu'il faut pouvoir avoir à l'esprit. Déjà, la définition des objectifs. Rappelez-vous, un narratif, vous avez défini les objectifs. Il serait absurde d'avoir un plan financier dont les objectifs sont différents mis dans votre plan d'affaires. Rappelez-vous qu'on s'est dit, c'est un élément qui complète le plan d'affaires. Donc, il sera question ici de objectifs ou de pouvoir les définir. Alors, en termes d'objectifs, on a les objectifs de production. Quels sont les objectifs de production? Quels sont les objectifs de chiffre d'affaires? Quels sont les objectifs d'investissement, par exemple? Quels sont les objectifs de rentabilité que vous ciblez dans un délai assez précis? Donc, ça sera le premier élément. Un autre élément, ce sera ici d'identifier tous les éléments ou les éléments qui influencent la réalisation de vos objectifs, en ce sens qu'il s'agira de déterminer le trois cas de figure, une hypothèse optimiste, c'est-à-dire que tout se passerait hyper bien. Voilà, hypothèse réaliste, c'est-à-dire que tout se passe de manière habituelle et une hypothèse, on va dire pessimiste, les choses se passent pas telles qu'on les a prévues. Et les variables que vous aurez à identifier pour pouvoir ou à définir ou à présenter ou à assurer d'avoir la maîtrise sont, par exemple, le cycle de production. Quel est mon cycle de production? Vous devez pouvoir le savoir. Quel nombre de cycles de production pour la spéculation que vous êtes en train de monter le plan financier, les objectifs, les obligations fiscales auxquelles j'aurai à faire face dans le cadre de mon projet, il faut pouvoir les définir. Quels seront les prix de vente prévus, des superficies cultivables ou alors la capacité de production que j'aurai. Voilà des éléments qui vont être pris en compte. Aussi, on peut aussi aborder les conditions commerciales, c'est-à-dire les délais de paiement de vos clients et fournisseurs. Quels sont les délais de paiement que vous allez pouvoir proposer et quels sont les coûts de main-d'œuvre, par exemple, acquisition des biens matériels que vous pourriez avoir dans le cadre de votre projet. Ça sont les éléments que vous devez pouvoir, avant de vous lancer dans le montage du plan financier, identifier et chiffrer de manière unitaire, on va dire comme ça. Le, le deuxième élément, ce sera les prévisions de recettes. En ce sens que une fois que vous avez les prévisions de recettes, il s'agira ici, quand on parle de revenus ou de recettes, on parle ici des prévisions de produits primaires, c'est-à-dire on va dire, la vente au champ, la vente des produits transformés pour ceux qui ajoutent de la valeur ajoutée à leurs produits. Il s'agit aussi de la vente des produits agricoles. Il peut y avoir des produits, des services accessoires qui sont aux services agricoles comme la formation, euh, la, l'accompagnement, la préparation. euh, du cycle de production ou de la saisonnalité, la production, la production. Et aussi, vous aurez aussi les recettes provenant de la valorisation des déchets agricoles qui peuvent être des éléments qui sont des sources de revenus. Donc ici, quand on parle de recettes, c'est identifier les sources de revenus potentielles et pouvoir les chiffrer. Combien cela va vous rapporter chaque mois pour chaque élément qu'on a cité. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, il s'agira d'estimer les quantités mensuellement ou trimestriellement en fonction de du cycle de production et d'estimer aussi un prix de vente réaliste. Et faisant le produit de ces deux variables, vous avez les prévisions de recettes. Vous avez aussi l'estimation des coûts, c'est-à-dire ici, par coût, on entend l'ensemble des dépenses. Alors, il peut s'agir des dépenses de fonctionnement ou de gestion, il peut s'agir des dépenses d'investissement, il peut s'agir des dépenses de production, il peut s'agir des dépenses liées à un emprunt, c'est-à-dire les aides que vous aurez à payer quand vous aurez mobilisé un emprunt. Il s'agit de pouvoir estimer toutes ces dépenses-là. Et en troisième levier ou en quatrième levier, on va avoir les prévisions de profit et de recettes. Alors, c'est un outil assez intéressant qui est le compte de résultat. Le plus souvent, on parle de compte de résultat, qui est ici un document qui va donner ici de manière prévisionnelle quel sera le résultat que nous aurons à réaliser. Il est assez intéressant parce qu'il nous permet de comprendre comment le résultat s'est constitué et
décomposer en sous-indicateurs qui seront utiles aussi dans le cadre de la mise en œuvre du projet, en ce sens qui permettent de mesurer l'évolution ou de s'assurer qu'on est en train d'atteindre un niveau de performance. Parmi ces indicateurs, on a la marge brute, par exemple, qui est un indicateur qu'on verra. On a le résultat net prévisionnel qui peut être comparé au résultat net réalisé pour s'assurer qu'on va vers la bonne direction. Et si on ne va pas vers la bonne direction, ici, on pourra voir où il faut agir pour pouvoir améliorer, par exemple, le niveau de bénéfice qu'on veut pouvoir réaliser. Alors, on a un autre élément qui est le bilan. Il se veut facultatif, mais un état qui va donner la situation financière. Alors, si tout se passe comme prévu, quelle sera la santé financière de l'entreprise? Le bilan va nous donner un aperçu de la structure financière. Au cas où les choses se passeraient comme on a prévu, comme dans les hypothèses qu'on a prévues, se réalisaient, tout se passait comme on l'a prévu, et on aura une idée de comment se portera l'entreprise à la fin de notre projet ou au terme de la période de prévision. Ici, les périodes de prévision, le plus souvent, on recommande de faire sur 3 ans. Donc, en fait, un plan financier idéal, c'est le 3 ans ou plus longtemps. Mais aujourd'hui, on s'accorde à dire 3 ans, c'est la période de plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est un intérêt. Pour une PME qui est l'outil par essence que je dirais que le chef d'entreprise doit avoir sur sa table au quotidien, en ce sens qui permet de savoir quelles sont les trésoreries. La trésorerie étant le nerf de la guerre, il permet de savoir quelles sont les entrées de trésorerie, quelles sont les sorties de trésorerie. Enfin, ici, ce sera des prévision. Donc, du coup, il sera intéressant, ce sera intéressant dans le sens où vous pourriez anticiper sur un bon jour votre trésorerie si vous venez à mettre les choses telles que vous avez prévu et aussi voir en cas de problème quels sont les ajustements de ressources que vous devez pouvoir mettre en œuvre. Et enfin, il y a d'autres tableaux qui peuvent entrer en jeu. Ça sera par exemple le plan de financement. Euh, L'évaluation de votre projet avec des indicateurs qu'on a entendu parler plusieurs fois, qui sont la vente, le tri, l'indice de profitabilité. Vous avez aussi le tableau d'amortissement. Si vous êtes dans le cadre d'une demande de financement, il y a le tableau d'amortissement du financement qui peut entrer dans les autres éléments. Il y a aussi le tableau d'amortissement, par exemple, des immobilisations que vous avez décidé d'acquérir pour réaliser votre projet, pour atteindre vos objectifs. Donc, alors, alors passons à une phase étudier notre cas. Le premier cas va porter sur euh, une question qui est essentielle. Alors, il s'agit de Marie, qui est une productrice de mangue, souhaitant obtenir un prêt de 1 200 $ pour acheter un séchoir solaire. C'est assez intéressant. Elle va pouvoir vendre des mangues séchées et ceci va permettre, vous voyez, en toit de fond, on dit que c'est un outil stratégique de diversifier ses sources de revenus. Vous connaissez très bien le défi des produits frais dans le secteur agricole, dont ici, elle veut passer à son niveau de revenu en produisant des mangues séchées. Alors, tout d'abord, elle va proposer un plan financier et elle va voir si son projet est intéressant. Donc, mesurer la rentabilité de son investissement. Alors, ici, on va commencer par le premier bloc qu'on a dit, ce sera celui des hypothèses. Dans notre cas de figure, euh, Marie, par exemple, a défini comme hypothèse le prix de vente de ses manches séchées, ce sera de 10 $ le kilo. Donc ici, ça, c'est la variable clé qu'elle a. Un autre élément qui va le permettre d'avancer, ce sera celui des prévisions de recettes, qui était le deuxième pilier, et celui des estimations de coûts, qui est le troisième pilier. Ici, c'est un cas assez simple, mais ça vous permet de suivre un peu comment le processus s'enclenche et se déroule dans sa mise en œuvre. Alors, dans le cadre des prévisions de recettes, Marie prévoit de vendre 50 kilos de mangue. Ici, la quantité à 10 $, ça fait 500 $ comme nouvelle source de revenus. Et des charges, c'est-à-dire que toutes les dépenses qu'elle pourra engager dues à la nouvelle activité, c'est-à-dire la matière première, les emballages, la main de supplémentaire, même les frais financiers, tout ce combiné, elle les estime à 350 $. Et ceci nous permet d'avoir en sommant les prévisions de recettes, les estimations de coûts. Le différentiel va nous permettre d'avoir le compte de résultat prévisionnel dont et dans ce compte de résultat, on se rend bien compte que les recettes qui font 500 $ moins les charges qui font 350 $ nous permettent d'avoir un bénéfice prévisionnel de 150 $ le mois. Donc, on peut bien conclure que Marie est sur une étape
Et ici, le banquier peut lui prêter sans forcément craindre de ne pouvoir être remboursé. Mais cela, c'est assez simpliste aussi. Il faut se dire que si on dit ça comme ça, ce serait ignorer un autre défi qui est lié au secteur agricole, qui est celui de la saisonnalité des produits. Alors, ça nous permet de passer au deuxième cas de figure. Nous allons voir la gestion de la saisonnalité. Alors, comment ça peut se présenter de manière pratique? Alors, ici, on a un exemple où Marie est aujourd'hui certaine que son activité est rentable. Elle souhaite savoir si elle pourra régler ses engagements. Alors, il y a un nouveau prêt dont la mensualité est de 10 dollars. Alors, sur ces bases, est-ce qu'elle pourra respecter ses engagements tenant compte du niveau d'activité, sachant que la vente des mangues frais, c'est entre mai et juin, et puis le reste de l'année, il faut pouvoir tout suivre, il faut pouvoir rembourser le prêt. Ici, nous n'allons pas entrer dans les calculs, mais nous allons essayer d'identifier quel est l'outil ou le document qu'il faudra pouvoir prendre dans notre plan pour nous aider à nous assurer que nous pourrions rembourser le prêt. On va se dire ici que un des éléments que nous n'avons pas encore vu, c'est le tableau flux de trésorerie. Alors, il est utile pour les projections flux de trésorerie en ce sens que cet outil permet de suivre mois par mois les entrées et les sorties d'argent sur le compte banque déjà, même sur le et banque ici sous-entend aussi la caisse, donc tous les entrées et sorties d'argent. Voilà, et c'est le système dans l'aide en cas de manque de liquidité. C'est-à-dire que si on est, c'est l'outil qui permet d'anticiper ou voir une projection dans une approche proactive en se projetant dans l'avenir, le flux de trésorerie et potentiels problèmes. Nous avons aussi le bilan qui est un outil qui va nous donner santé financière et il va grandement. Vous voyez, il ne nous donne pas une situation mois par mois, même s'il nous présente très bien quels seront nos actifs et nos engagements financiers, c'est-à-dire quels seront nos avoirs et nos dettes. Il ne nous donne pas une situation mois par mois comme le ferait le total nous dit. Et ça, nous avons vu que l'activité est rentable, mais nous dit pas. Et il faut dire que même si l'activité est rentable, ça veut dire que vous faites un profit, d'avoir de la liquidité parce qu'il y a les délais, quelquefois les délais de paiement. Je vous ai dit tantôt qu'on parle des variables clés, le délai de paiement client qui peut être un élément qui va faire que le bénéficiaire n'est pas l'avoir en trésorerie parce qu'il y a un temps qu'il faut attendre pour pouvoir encaisser l'argent effectivement. Dans notre cas, même si on n'a pas pu le démontrer ici pour les temps, on voit bien que l'analyse Marie nous a permis de identifier qu'il faudra qu'on fasse des économies pour sur ces bénéfices, faire pas ces engagements à venir pour pouvoir honorer à ces mensualités de prêt. Vous voyez bien que la complémentarité entre ces différents piliers que conçut le plan financier permet à Mariam de faire démontrer auprès d'un bailleur que son idée déjà est rentable, mais aussi de la de gestion de la trésorerie. Et gardez à l'esprit que la trésorerie, c'est l'élément officier même une entreprise rentable si elle n'est pas disponible. Donc, il sur le fait que l'entrepreneur devrait avoir, on va dire, je vais pas dire livre de, comme livre de chevet ou sur sa table à chaque fois, un produit, de piloter sa trésorerie, s'assurer qu'il aura de la liquidité. Parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est comme le sang qui coule dans nos veines. Pas continuer à vivre, même si on est physiquement très robuste. En complément à ce webinaire, il faut se dire que, il faut vous dire qu'on qui est aussi disponible dans la formation en auto-apprentissage sur la planification financière, sur les plans d'élaboration de plans financiers, qui vous sera partagé en complément à ce webinaire et a été présenté. Donc, c'est ensemble les bonnes pratiques, les défis courants. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Assez intéressant pour pouvoir convaincre les bailleurs et le réalisme. Alors, un plan financier, il faut pas se lancer dans des calculs
assez complexe. Le plus important, c'est de s'assurer d'avoir des chiffres qui sont vérifiables, qui s'appuient sur des devis réels. Vous êtes allé sur le marché, vous avez vérifié les variables clés que vous voulez dans votre plan financier, c'est-à-dire les coûts, par exemple, ou les dépenses que vous estimez sont réellement ceux qui sont d'actualité sur le marché. Ne pas rester dans sa chambre et aller sur Internet pour pouvoir prendre des coûts. Rassurez-vous, par exemple, pour une acquisition, imagine que vous avez le temps de discuter avec nos fournisseurs et d'avoir identifié tous les coûts, y compris les coûts, par exemple, les machines importées, les coûts de douane et les coûts de transport, qui sont souvent quelquefois oubliés. Alors, allez sur une estimation. Rassurez-vous que l'estimation, par exemple, des quantités que vous prévoyez sont en adéquation avec. Alors, un autre élément qu'il faut pouvoir avoir à l'esprit, c'est établir un lien direct avec les objectifs de votre plan d'entreprise ou votre plan d'affaires. Que vous avez dit tantôt, vous rappelez que le premier, la première tâche à faire, c'est de se rassurer, de se rappeler de ses objectifs et se rassurer que le plan financier est aligné avec le plan d'affaires en termes d'objectifs. Parce qu'une différence de chiffres euh, lance un discrédit total sur votre travail. Donc, il est impératif de se rassurer que les deux éléments sont en adéquation parce que le plan financier vient ici prouver de manière chiffrée le côté robuste de votre plan de développement, votre projet de développement. Alors, enfin, réviser et mettre à jour régulièrement son plan financier. Le business plan ou le plan d'affaires, il faut se dire que le plan financier est destiné à vous aider à piloter l'entreprise de manière proactive. Je vous ai parlé du plan de trésor prévisionnel que je vous recommande d'avoir tous les jours à votre chevet, mais aussi, je vous ai dit que ça vous permet d'anticiper les risques en ce sens que toute variation, euh, et c'est ça la mise à jour, au moins une fois par an, voire tous les semestres, il faut pouvoir s'assurer que les coûts et les prix pratiqués en ce sens, et parlant de prix quelquefois ou de coûts, une variation de coût peut entraîner un débat sur faut-il l'imputer ou non sur le client. Et ça, c'est une décision stratégique parce qu'une imputation peut vous réduire des ventes et ne à votre niveau de vente. Et là, il faut pouvoir apprécier l'impact d'une augmentation de coût, par exemple, sur votre niveau de bénéfice pour savoir si oui ou non vous décidez d'imputer sur le client. Et c'est là où le plan financier mis à jour vous est tout bénéfique, en ce sens que vous voyez quelle est l'influence de cette variation, par exemple. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, surestimer les revenus ou sous-estimer les coûts. Et ça, devant un bailleur, une revenu, ce serait de donner, par exemple, des quantités qui ne sont pas en adéquation avec vos capacités. Ou, par exemple, imaginez que vous savez sur une culture qui dure 3 mois et que vous prévoyez des revenus en juin. Cela n'est juste pas réaliste parce que votre cycle de production ne vous permet pas d'avoir une vente en juin tenant compte de la durée pour pouvoir arriver à un produit final qui peut être mis sur le marché. Donc, du coup, c'est ça, ces erreurs qu'il faut pouvoir avoir à l'esprit quand vous faites une prévision de revenus. Et une sous-estimation des coûts, c'est de parler sur le marché ou de vouloir. De toute façon, les bailleurs sont au courant de ce qui se pratique et ils sont au courant de l'évolution euh, économique. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir sous-estimer. Encore que si vous faites cet exercice, vous vous retrouvez, si par exemple dans un financement, vous serez peut-être en incapacité de pouvoir mobiliser le financement, de pouvoir rembourser le financement. Faire du copier-coller de plan financier. Alors, il est très tentant de penser que parce qu'on avec un voisin entrepreneur, on est sur la même chaîne de valeur, sur les mêmes circulations, sur la même activité, on peut prendre son plan financier et l'utiliser. Il est adapté à notre entreprise. Oh que non, parce que les entreprises ont chacun ses spécificités. De gérer votre manière de négocier n'est pas la même que celui de votre voisin. Du coup, il y aura des éléments qui vont euh, différencier et faire du copier-coller, c'est, par exemple, transcrire des erreurs de gestion que pourrait faire votre voisin sur votre activité et cela vous fera avoir peut-être une mauvaise presse ou rater un financement parce que il y a des leviers ou des variables que vous aviez pour pouvoir projet que vous ne pourriez pas mettre en avant parce que vous avez fait du copier-coller. Et enfin, ne pas préparer un plan financier, excusez-moi, pour
Donc, il faut d'abord aussi que faire un plan financier, c'est d'abord pour soi, pour s'assurer que sa stratégie est cohérente, pour s'assurer que son projet, il est rentable et du coup, c'est un outil de gestion à premier plan avant d'être un outil qui permet de convaincre les bailleurs. Tu vas en résumé et présenter les prochaines. Parce que c'est un plan financier en tant qu'outil de gestion pour gérer les risques. Par exemple, il y a la saisonnalité qui est un élément qu'on a pris ensemble. Il y a aussi la variation de prix et la problématique qui revient souvent, faut-il ou pas imputer une variation de coût à un client ou pas? C'est ce que d'abord apprécier l'impact, par exemple, sur votre activité et voir si vous pouvez, non, oui, si oui ou non, faire fi de l'impact négatif de cette variation-là. Alors, il faut voir qu'on a dit aussi qu'un plan financier, il y a deux éléments qui sont très importants, qui est il y a le compte de résultat prévisionnel, des indicateurs financiers, des indicateurs de performance qui vous permettent la réalisation avec les prévisions, de vous assurer que vous allez vers la bonne direction ou alors de voir quelles sont les décisions qu'il faut pouvoir optimiser, pouvoir améliorer sa rentabilité. Il y a aussi le tableau de flux de trésorerie ou le tableau de projection des flux de trésorerie qui est un élément assez intéressant qui est à piloter, je dirais, au quotidien, qui vous permet d'anticiper sur vos problèmes de trésorerie et de se rassurer que ces deux éléments vous permettent de vous rassurer que l'entreprise fonctionne bien et qu'elle a suffisamment de liquidité pour pouvoir faire face à ses engagements et qu'elle ne pourra pas interrompre sa croissance du fait que de théorie. Alors, on a aussi dit un plan financier efficace, c'est un plan financier qui est sain, réaliste, éviter la surestimation de revenus. Ici, je vais vous dire pour pouvoir réussir cet exercice sur l'estimation de revenus, ce plan financier est en adéquation avec on va dire, le calendrier agricole ou alors il est aligné au cycle de production et non de cycles de production par an, par, en fonction de vos circulations. Et viser pouvoir savoir quels sont les coûts réellement pratiqués, ne pas rester dans sa chambre et rester sur Internet pour pouvoir identifier ses coûts. Alors, un plan financier, on va conclure, on a dit c'est d'abord pour vous. C'est un outil de gestion. Donc, ça vous permet de prendre des décisions judicieuses. Ça veut dire que vous avez, avant de prendre des décisions, vous avez l'impact chiffré. Ça vous permet de vous projeter du même titre que un plan, disons, permet à la maison de se projeter quand elle est dans son projet. Si ces différents paramètres étaient respectés, ça vous permettra de prendre des décisions plus judicieuses pour votre activité. Alors, sans plus tarder, et dans un processus de présentation des prochaines étapes, monsieur T, euh, je vous laisse la parole là. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup pour la présentation de ces éléments qui sont très, très importants pour les participants à ce webinaire. Comme vous l'aurez compris, cette séance webinaire n'a pas vocation à vous donner toute l'essence, la totalité de tout ce qu'on appelle un plan financier. Non, c'est juste vraiment pour vous donner, pour susciter votre intérêt, vous donner un avant-goût. Nous avons des supports beaucoup plus détaillés. Quand vous aurez les supports, cette présentation qui vous sera partagée, nous avons des liens dedans sur lesquels vous pouvez cliquer et ça vous amènerait sur nos pages, sur nos supports beaucoup plus détaillés où vous pourrez avoir des informations beaucoup plus détaillées sur cette question-là. Mais sachez que, comme on l'a dit au début, nous avons plusieurs supports justement pour vous accompagner en fonction du niveau de maturité où vous en êtes. Les webinaires comme celui d'aujourd'hui, par exemple, vous l'aurez remarqué, ont pour vocation justement à vous sensibiliser, à vous informer sur une notion spécifique. Ça vous donne des informations assez générales, en tout cas, pour susciter votre intérêt à aller chercher beaucoup plus en fait. En plus des webinaires, on l'a dit un peu au début, nous avons aussi nos cours d'auto-apprentissage. Donc, en fonction de là où vous en êtes dans le process, rappelez-vous, on a parlé de la validation du business model, on a parlé de l'élaboration du business plan, on a parlé de travailler aussi sur son plan financier avant d'envisager aller rencontrer de potentielles institutions financières. Donc, en fonction de là où vous en êtes, nous avons ces différents supports-là. Et le webinaire et les cours d'auto-apprentissage sont gratuits, mais nous avons aussi pour un certain nombre de partenaires la possibilité de pouvoir bénéficier donc de formations collectives
qui sont des sessions de renforcement de compétences où on vous transmet des connaissances pratiques pour pouvoir élaborer vos supports, que ce soit les business plans ou les plans financiers. Et enfin, en fonction donc de votre niveau de maturité et de la qualité de votre dossier, il est possible que vous puissiez encore bénéficier après ces sessions de formation collective d'un soutien post-formation. Et ce soutien-là vous permet de pouvoir aller finaliser vos business plans ou bien vos plans financiers pour avoir un document prêt à être introduit auprès de bailleurs. Donc, sachez que ce support vous sera partagé et vous avez toute la possibilité de cliquer et d'aller avoir des informations beaucoup plus détaillées sur cette notion, sur cette question de business, de plan financier et pour pouvoir avancer sur votre projet. Donc, avant de pouvoir peut-être passer la parole et aller à la session des questions-réponses, nous voudrions rapidement avoir vos feedbacks sur voilà sur votre appréciation sur le déroulement de la session, la qualité du contenu et nous sommes tout ouverts pour vos suggestions pour nous aider justement à améliorer. Donc vous devez normalement commencer par voir l'instant à l'écran ce petit questionnaire qui s'ouvre à vous. On vous laisse un petit temps de le parcourir et de pouvoir peut-être le renseigner rapidement. Ça nous permettrait, nous, d'améliorer les prochains supports, les prochaines sessions pour pouvoir véritablement répondre à vos besoins. En tout cas, merci d'avance de prendre le temps de le faire. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, il y a aussi une enquête qui vous sera partagée et nous serons ravis d'avoir de feedback sur la session. Donc, avec votre permission, nous allons passer à la session de questions-réponses. Comme Claude l'a dit au début de ce webinaire, écrivez directement vos questions dans la session questions-réponses Q&A et nous ferons le plaisir d'aller par un pour répondre à vos questions. Euh, merci beaucoup. Est-ce Donc, qu'on a déjà des... on a une première. Je vais prendre la question. Dans dans les indicateurs financiers, vous n'avez pas parlé du DDR. Votre question m'amène à faire une remarque. C'est pas l'exhaustivité des indicateurs financiers qui est intéressant, c'est quels sont les indicateurs financiers qui Je ne sais pas si Claude, tu es là. Tu veux prendre ou bien j'avance sur ça. Et écoutez, vous avez tout à fait raison. Comme il a eu à le dire, les différents composants du plan financier qui a été présenté, effectivement, c'est vraiment une version assez simplifiée. Comme c'est juste un webinaire pour vous donner juste un aperçu de ce qu'il y a dedans, on n'est pas allé effectivement au fond des choses. Comme je l'ai dit, quand vous verrez les liens dans le support qui vous seront partagés, nous avons des supports beaucoup plus détaillés où ces éléments, vraiment, on est allé au fond dedans. Donc, oui, effectivement, c'est des éléments qui sont importants quand on parle de plan financier et nous les avons pris en compte dans une version beaucoup plus détaillée. Donc, vous aurez les liens, les supports et vous pourrez aller voir les versions détaillées dans le support sur nos plateformes. Merci vraiment de le relever, c'est assez important. Rima qui dit bonjour cher à tous et merci pour ce webinaire riche en enseignements. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir participé. Derek qui revient dans le plan financier, doit-on inclure les impôts et les taxes liées à l'entreprise? Claude, tu es là? Alors, je suis là. Tu veux prendre ça? La question de Derek qui veut savoir si dans le plan financier, on doit inclure Ouais, les impôts et les taxes liées à ouais, l'entreprise. je prends. Ça fait partie des éléments qu'il faut avoir dès les hypothèses. Il faut pouvoir connaître les impôts et les taxes qui sont liées à l'activité. Ce qu'on fait très souvent. Imaginez que vous pensiez que votre activité soit rentable, vous prendre l'impôt sur les sociétés, par exemple, et que Mm. les impôts se pointent pour un redressement. Bonjour à catastrophe, et plus Mm. encore des pénalités pour le non-paiement des impôts. Pour moi, c'est un élément qu'on oublie très souvent, qui doit être le premier Oui, élément sur lequel vous devez analyser et vous assurer d'avoir les bons compteurs. Savoir si, par exemple, il y a des outils qui sont subventionnés, comme pas d'impôts aussi, c'est des politiques oui, qui sont appliquées à votre chaîne de valeur. S'il y a des outils qui sont subventionnés, ça vous... Donc, du coup, le paramètre, on va dire, juridique, fiscalogique, d'avoir et d'être assez cultivé dessus. Parce que quelquefois, des facilités offertes par l'État, c'est souvent des agisements
des exonérations sur des équipements agricoles, donc qui peuvent être des effets de levier sur votre plan financier et qui vous permettent de défendre même la pertinence de votre projet par rapport à un autre. Merci beaucoup, Claude. Je pense qu'on a évacué les questions qui sont dans la session questions-réponses, mais je retrouve aussi également un certain nombre de questions dans le chat. Je crois par exemple, il y a Fallon qui veut dire comment gérer, vous, les imprévus, mauvaises récoltes, maladie du bétail, hausse du prix des intrants sur le plan financier. Comment ça se gère, Claude? C'est la mise à jour. Essentiellement, c'est la mise à jour du plan financier et une gestion de risque. Ça vous permet aussi, dans la cas de vos hypothèses, le plus souvent, vous savez quels sont les problèmes qui reviennent. Et quand vous définissez les hypothèses, optimistes, réalistes, pessimistes, vous savez à peu près, si je suis à la chaîne de valeur depuis un bon bout, qu'on a à peu près les Oui, réalités de sa chaîne de valeur. Éviter, c'est pour ça qu'on disait il faut éviter de rester sur Internet, c'est que je parlais de rester sur des données, sur la oui, documentation, mais s'appuyer sur des faits, aller sur le terrain, discuter avec d'autres producteurs pour pouvoir savoir quelle est la réalité du secteur d'activité. Et ici, la mise à jour régulière vous permet de savoir, on va dire, comme on dit chez nous, à quelle sauce vous serez mangé, donc de voir quels sont les problèmes que vous pouvez vous et de prendre des décisions les plus. Une décision peut être de ne même pas se lancer dans cette filière-là si on n'a pas parfaitement la maîtrise des risques, hein. Un plan financier peut oui. être un élément qui vous permet de changer même l'orientation de votre projet, pas avoir peur de le dire. C'est même tout son essence de se rassurer que quand on y va, on a la maîtrise de tous les variables ou les risques sont acceptables. Parce que, Oui. quand vous parlez de, quand je vois en temps de fond, par exemple, on va voir une culture totalement décimée. Est-ce qu'il fallait se lancer? Et ça, c'est le mal dans la culture, c'est que quand on a une perte, c'est une perte sèche. Donc, il n'y a même pas moyen Oui. sauver les meubles. Ça, il faut pouvoir apprécier et se dire, quand je me lance, j'ai vraiment une maîtrise de tous les éléments de risque et leur impact. C'est acceptable ou pas? Le plan financier vous aide dans ce sens-là, avant que vous ne vous lanciez. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Si je peux peut-être aussi rapidement compléter, parce que c'est une question assez importante, effectivement, la question des imprévus dans le plan financier. Effectivement, euh, dans le plan financier, il y a un tableau, quand on fait le tableau de rentabilité, à la fin, il y a un petit exercice qu'on fait souvent qu'on appelle analyse de la sensibilité. C'est à ce niveau-là qu'on fait un peu les différents scénarios. Il y a ce que j'ai prévu, effectivement, mais il se passe quoi si celui-ci, par exemple, ne vient pas comme je l'ai prévu? Il se passe quoi quand celui-ci, par exemple, ne vient pas à point nommé? Donc, on fait aussi ces différents scénarios, par exemple, quand le revenu croît de 10%, quand le revenu baisse de 10%, quand, voilà, quand les ventes baissent de 10%, quand la production baisse de 10%. Donc, on a ces analyses de sensibilité dans le plan financier aussi qui permet justement de prendre en compte les imprévus dans les calculs et ça permet de savoir, malgré ces imprévus-là qui surviennent, jusqu'où notre plan, notre projet est assez rentable et ça permet de se projeter, de décider. C'est un peu pour rajouter un peu à ce que Claude a dit. Et rapidement aussi, il y a Odé qui dit, j'aimerais savoir comment déterminer le point mort en ce qui concerne le seuil de rentabilité. Ah, ça c'est technique, ça. Claude, c'est à toi. Bon, il faudrait qu'on connaisse vos charges fixes déjà et vos charges variables. Et on n'aura pas suffisamment de temps pour voir ça ici, mais je parle des formations du COLEA, et notamment les formations collectives en comptabilité. Hmm. On aborde cette problématique et c'est ô combien important pour des entreprises agricoles. En marge, quelquefois, on a beaucoup de charges fixes, c'est-à-dire des charges, des dépenses qui ne dépendent pas du niveau d'activité, c'est-à-dire qui sont récurrents mois, chaque saison. Et aussi, il y a la question de l'intersaison qu'on oublie souvent pour voir Oui. comment on prend en compte les dépenses de l'intersaison. Donc, il faudra pouvoir prendre vos charges liées à l'activité principale, c'est-à-dire que la production, vos charges de l'intersaison, les analyser en charges fixes, charges variables pour pouvoir calculer votre seuil de rentabilité. Je vous recommande la formation sur la comptabilité du Goliath où on aura un exemple pratique. Il me serait difficile ici de vous dire comment faire, mais surtout n'oubliez pas les dépenses d'intersaison, qui sont quelquefois des dépenses et les dépenses de fonctionnement qui entrent en droit ligne dans le calcul de rentabilité parce que on a des dépenses à assumer dans la campagne agricole, mais après aussi la campagne agricole, il y a des dépenses qu'il faut pouvoir assumer. Et quand on parlait du cas de Marie tout à l'heure, je vous parlais de la trésorerie, mais c'était aussi de pouvoir assumer les charges d'intérêt
même pendant la période où on serait en baisse d'activité, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur des grands volumes de mangue fraîche disponibles. On sera sur la mangue séchée, donc des petits. Et vous voyez qu'il y a eu une économie qu'on a dû pouvoir faire cela. Ça entre en trois lignes avec la question que vous posez sur ceux de rentabilité. Merci beaucoup. Je pense que la question suivante, ça nous vient de Charles. Qui nous demande de confirmer effectivement que les supports seront partagés. Oui, ils seront partagés. Et il dit ensuite que je n'ai pas bien compris les 7 éléments qui sont dans le support. Il y aurait un exemple d'un plan financier détaillé. Puis je pense qu'à ce niveau-là, je peux y aller. Effectivement, comme on l'a dit, cette session, ce webinaire est censé vous donner juste effectivement un avant-goût. Le temps que nous avons ne nous permet pas d'aller dans les détails. C'est justement pour ça, comme je le disais tantôt, que dans le support qui vous sera partagé, il y a les liens vers les vidéos, vers les supports d'information qui sont déjà faits, qui sont sur nos plateformes où vous pourrez avoir vraiment les éléments détaillés par rapport à cela. Mais aussi sur la question d'un plan financier, oui, nous avons un modèle de plan financier intégré que nous avons, que nous pouvons peut-être aussi vous partager si vous le souhaitez. Dans la suite, voilà, je pense que la dernière question dans les chats, c'est Tchèque qui dit merci beaucoup pour les accompagnements. Quelles sont les chances des entreprises pour un financement? Claude, tu commences et je termine? Alors, oui, il n'y a pas de souci. Je dirais que les chances d'une entreprise pour un plan financement, pour un financement, c'est d'abord la qualité de ses outils ou de la documentation, c'est-à-dire le plan d'affaires. Oui. Il doit être, il y a un webinaire et il y a une proposition de structure d'un plan d'affaires pour être sûr qu'on n'a pas lié. Et puis, il y a le plan financier. Je vous ai dit aisément, la cohérence est cohérent avec la capacité, votre capacité de prévision. Et l'avenir, c'est cohérent. Le calendrier agricole, c'est-à-dire, je vous ai donné un exemple, ce sont ces éléments qui montrent la cohérence. Et après, il faut se dire que les bailleurs qui ne sont pas forcément des acteurs de votre secteur vont le plus souvent la cohérence de vos dossiers, c'est-à-dire qu'il va être sur les éléments de cohérence et de logique et stratégique. Donc, du coup, ce sont les éléments qui peuvent vous donner, qui peuvent être des éléments assez précis. Plus vous êtes bon sur ces éléments, plus vous avez des chances d'avoir un financement. Et c'est même tout l'intérêt de la démarche qui est entreprise par Colia de vous aider à être plus bon sur ces éléments d'ordre stratégique. Parce que ça, après tout, c'est le déploiement de la stratégie. On finance une stratégie et on finance l'entrepreneur en tant qu'individu et sa maîtrise de ses risques. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu évacué dans les chats. Nous avons encore un petit moment. Ça nous permet de revenir donc dans la boîte questions-réponses. Je vois qu'il y a notre ami Derrick euh, avec des questions assez intéressantes qui nous revient ici pour savoir quels indicateurs financiers permettent de comparer deux plans financiers ou bien deux business plans. C'est pas bien de comprendre, mais Claude, tu comprends un peu ce qu'il demande? Quels indicateurs financiers permettent de comparer deux plans financiers ou bien deux business plans? Euh, bon, c'est peut-être là comparer deux plans financiers, deux business plans. Je vous ai dit tantôt, une erreur, c'est de faire du copier-coller des plans financiers. Oui, Euh, c'est pas business plan de la comparaison, c'est sur la stratégie et sur la manière de gérer les risques. C'est plus intéressant de se rassurer quelle est l'entreprise qui a la meilleure gestion des risques. On est sur le secteur agricole. Qui fait ces mesures, quelle est la meilleure stratégie et pour assurer que il y a une cohérence avec, je veux dire, il y a comment dire que là, il y a des rendements, des taux de rendement qui sont parfois définis ou des taux de mortalité pour oui. ceux qui sont dans l'élevage, qui sont définis, vous assurez que vous êtes très proche. Mais la comparaison, vu que c'est de projection dans l'avenir, pourquoi voulez-vous comparer des éléments qui sont des projections basées sur des hypothèses différentes? C'est-à-dire que pour pouvoir comparer deux business plans, il faudrait vous rassurer déjà que vous avez en face la même stratégie, les mêmes hommes Hmm. en termes de médiation et aussi, vous êtes dans le même environnement économique. Ça, c'est-à-dire que si vous comparez un plan à faire pour quelqu'un entrepreneur Cameroun avec un plan à faire un entrepreneur Togo, je vous assure Oui, que ça ne donnera rien de assez précis parce qu'il y a des éléments de contexte.
Donc, faire ces comparaisons, outre les éléments de contexte, et je pense pas qu'il y ait des indicateurs financiers qui soient pertinents, mais je vous dirais, si vous voulez faire des comparaisons, c'est analyser les stratégies, quelles sont les stratégies qu'ils ont mises en œuvre, quel est le plan de gestion de risque, même spéculation. C'est des éléments qui peuvent être copiés ou qui peuvent être challengés. Mais en ça, les données financières en eux-mêmes, je ne pense pas que ce soit pertinent. Merci beaucoup, Claude. Je crois peut-être une dernière question pour finir. Je pense qu'on est presque arrivé. Voilà, il y a Conan qui veut savoir si les cabinets d'appui et d'accompagnement des entreprises agricoles sont concernés. Oui, certaines, comme on l'a dit, certaines de nos ressources, de nos supports sont open source, notamment les webinaires, mais aussi les sessions d'auto-apprentissage. C'est des ressources qui sont disponibles en ligne. Il vous suffit juste d'aller sur notre page, d'aller dans dans nos ressources et vous pourrez avoir tout ce qui est ouvert. C'est peut-être maintenant, quand il s'agit peut-être de participer à des sessions de formation collective ou bien de bénéficier d'appui pour de formation qui a peut-être besoin, qui est vraiment un partenariat entre nous. Et je pense que peut-être on peut toujours continuer la discussion. Mais oui, il y a un certain nombre de nos ressources qui sont ouvertes aussi à des structures d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre plateforme pour pouvoir les avoir. Et un dernier point, quel indicateur financier permet de comparer? Bon, c'était déjà fait. Je pense qu'on vient là d'évacuer l'ensemble de nos questions. Euh, Peut-être une précision, voilà. hein. Une Oui. précision, c'est que le financier, il est applicable à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille d'entreprise, le modèle, les informations qui sont recherchées sont les mêmes. Les challenges sont différents en termes d'objectifs, mais les informations qui permettent de prendre une décision sont les mêmes, quelle que soit la taille de votre entreprise. Le modèle qui est proposé par Goliath est un modèle assez large et c'est la qualité des informations que vous fournissez permettant de prendre une décision ou de démontrer vous êtes l'homme qu'il faut et vous avez l'équipe qu'il faut, qui sont les éléments qui sont pris en compte dans ce plan financier dans, dans- pour vous aider à décocher plus de financement. Parce que plus vous êtes grand, plus le montant du financement est élevé. Mais la logique business reste la même à quelque chose près. J'ai envie de dire, je sais qu'il y a les éléments liés au dimensionnel qui peuvent jouer, mais la logique en termes d'information, plus vous êtes grand, plus vous avez des informations à fournir. On dit plus vous êtes structuré, plus vous avez des informations à fournir qu'une entreprise, par exemple, unipersonnelle, mais c'est la même démarche, c'est les mêmes besoins d'information pour le bailleur. Merci beaucoup. Merci Claude pour ces éléments. Je pense que ça nous amène donc vers la fin de ce webinaire. C'est l'occasion pour nous hein, de représenter, de remercier tous nos participants pour avoir massivement répondu donc à cette invitation à ce webinaire. Nous espérons que vous en avez appris, en tout cas assez, pour vous donner le goût d'aller chercher beaucoup plus. Comme on l'a dit, les supports vous seront partagés. Il y a les liens dedans. N'hésitez pas à cliquer et à aller sur nos plateformes pour pouvoir justement poursuivre en fonction de votre niveau de maturité, la formation à votre rythme pour justement vous accompagner, à vous préparer à avoir accès au financement. Une fois encore, merci à vous, merci à Claude, merci à tous les collègues qui sont en ligne avec nous et nous nous disons à très bientôt. À très Merci, ciao, bientôt. ciao. Ciao.